Alors, je vais conclure cette conférence avec l'apport des recherches archéologiques qui se déroulent ici à Sikambonjo sur l'historiographie du Cameroun. Qu'est-ce que ceci nous apporte pour la connaissance de notre histoire de manière... C'est le tout premier site archéologique à être découvert ici dans la vallée du Kama. Il n'y a pas eu de découverte avant. Tout ce qu'on avait comme information concernant l'estuaire du Vouri, c'était les découvertes qui ont été réalisées dans le site de Dibamba, à 30 km d'ici, et découvertes qui ont été faites lors des travaux de construction de la centrale thermique de Dibamba. Ces découvertes-là nous ont donné une séquence chronoculturelle qui part du premier millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au XVIIIe siècle. Et la relation qu'il y a entre Dibamba et ici, c'est l'eau. C'est l'eau. Dibamba est un fleuve qui est situé en aval d'ici, et entre les deux, vous avez l'estuaire. Et du coup, pour le site notamment fluvial que nous avons découvert ici, nous n'avons pas pu faire les datations au radiocarbone, mais par comparaison à Dibamba, nous avons pu établir une relation aussi bien culturelle que chronologique. Alors, les 4 grands apports de Sikambonjo sur l'historiographie du Cameroun, c'est 1. Les travaux que nous avons réalisés ici nous ont permis de documenter le peuplement ancien de la vallée du Vourinka. Ils nous ont permis également d'enrichir le cadre chronoculturel du littoral camerounais et puis, révisiter aussi l'histoire des érudits par rapport à ce que disent les traditions orales. Ça, c'est aussi le rôle de l'archéologie. Et enfin, enrichir le corpus des sources historiques jusqu'aux recherches que nous venons de réaliser. L'information qu'on avait sur cette zone était tirée soit des sources écrites, mais qui commencent seulement au XVe siècle, soit alors des traditions orales. Traditions orales que Escovitz appelle les sources molles. Parce que plus on plonge dans l'histoire, parfois la mémoire s'efface. Et plus il est difficile de faire la distinction entre l'histoire et les histoires, c'est-à-dire les mythes, les légendes. Et lorsque la tradition va confirmer. Alors, en ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire la documentation, l'enrichissement de l'historiographie, aujourd'hui, nous pouvons donc nous rendre compte de l'importance du triptyque entre les sources écrites, les sources orales et l'archéologie. Je prendrai un point concernant l'histoire des Sawa en général et des érudits. L'histoire, le professeur, le docteur Ngo en a parlé, selon les traditions orales, les populations Sawa seraient venues du Congo et se seraient installées dans la vallée au XVe siècle. Ça, c'est ce que dit la tradition orale. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Mais aujourd'hui, l'archéologie apporte la réponse. Cette histoire est vraie. Elle est vraie parce qu'on a trouvé ici une céramique qui date du XVe siècle, qu'on a trouvée dans l'eau là. La même céramique a été trouvée à la Dibamba. Exactement. Et elle apporte la preuve que, oui, il y a eu des populations ici au XVe siècle, entre le XVe siècle et le XVIIIe siècle. Mais la question, est-ce que ces populations étaient Sawa? Nos collègues qui ont travaillé à la Dibamba disent que cette céramique qui appartient à la tradition Dibamba A, B, C et D est une céramique dite Douala. Une céramique dite Douala. Docteur Maison travaille là-dessus. C'est parfois risqué de faire la relation entre la céramique et l'ethnie, mais on arrive aussi à définir les ethnies sur la base des traditions céramiques. Donc voilà par exemple un fait qui a été confirmé par l'archéologie.
Africa is proud and beautiful. Bon, c'est des cartes. Malheureusement, peut-être il faut attendre un tout petit peu. Parce que voilà. Cette carte-là, peut-être, elle ne se voit pas très bien, mais je vais montrer. Là, vous voyez qu'au niveau du littoral atlantique camerounais, la majorité des recherches archéologiques a été faite ici, dans la région située entre Campo et Kribi. En allant vers l'amont, on a le site de Mwanko, Lobeta, on a le site de Dibamba, et dans la vallée du Bourri, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, ça ne se voit peut-être pas très bien. Eh bien, nous sommes situés quelque part là. Non, on est plus haut. On est beaucoup plus haut. Ici. C'est pas sur la carte. C'est pas sur la carte. Peut-être qu'il faut mieux mettre mes lunettes. Voilà, là c'est encore des images, des recherches que nous avons réalisées ici. Merci Monsieur le ministre, vous nous avez promis de poursuivre ces travaux et nous allons poursuivre ces travaux justement avec l'équipe pluridisciplinaire qui est ici. C'est rare pour les archéologues nationaux, généralement on travaille un peu de manière isolée, mais là nous avons vraiment une équipe pluridisciplinaire et ça c'est très important. Alors, en ce qui concerne donc les fouilles, donc nous avons le premier site donc, qui a été découvert là-haut. Et voilà les vestiges que nous avons trouvés qui appartiennent à ce que le docteur Mesop appelle la tradition de Sikambonjo 1, qui correspond à la tradition de Dibamba E et qui est datée du premier millénaire avant Jésus-Christ. Nous avons fait des datations radiocarbone. Et nous avons 3 dates qui se réservent et qui commencent autour de 760 avant Jésus-Christ. C'est le 8e siècle. C'est le 8e siècle, le premier millénaire. On va revenir là-dessus parce que c'est la période de l'immigration bantoue. Deuxième tradition, toujours selon le docteur Mesop, tradition de Bonahanda II, les datations que nous avons ici ont été faites à la Dibamba, et compte tenu du fait que les deux corpus se ressemblent véritablement sur le plan morphologique, sur le plan stylistique et technologique, eh bien, nous, par analogie, nous avons donc établi que le site que nous avons trouvé là sous l'eau date de cette période, entre 14e et 17e siècle. Là, vous avez les datations radiocarbone que nous avions faites grâce naturellement aux médecins que nous avons. C'est un privilège pour nous, parce que ça coûte cher. Nous avons fait ces datations en Pologne. Donc là, nous avons 3 dates radiocarbone, 371 BC, 776, donc 4e siècle, 2e siècle BC. Et vous avez les 2 dernières dates qui tournent autour de 700, entre 700 et 400 BC. Généralement, on prend la date la plus ancienne, donc nous pourrons dire que le peuplement le plus ancien ici, dans l'hypothèse, dans la fourchette d'erreur, commence autour de 776 BC, c'est-à-dire 800 ans avant Jésus-Christ. Et là, nous avons essayé de situer justement Sikambonjo par rapport à d'autres découvertes qui ont été réalisées au Cameroun. Vous avez le site de Bobogo, près de Yaoundé, qui a été fouillé par le professeur Pierre Desmarais. On va continuer comme ça. Bon, l'image est partie. Vous avez d'autres sites également qui datent de la même période. Mais ce qui est important, c'est de montrer que Dibamba, Sikambonjo vient s'insérer dans un continuum culturel qui a une extension géographique forte. Puisqu'on trouve la même tradition dans la zone de Yaoundé. On la trouve également jusqu'à Campo. La même tradition liée à quoi? Aux migrations. Et le principe, c'est que si vous avez des populations qui ont la même tradition céramique, elles ont probablement la même origine
également. On va poursuivre. Africa is proud and beautiful. Alors, donc là, nous avons un peuplement donc, qui remonte au premier millénaire avant Jésus-Christ, période de l'expansion bantoue. Revenons-en. Les traditions orales disent que les Douala seraient venus d'Égypte. Il n'y a pas que les Douala, je suis Bassa. Les Bassa, c'est les clans d'origine égyptienne. Les Ewondo, les Bétis d'origine égyptienne. Les Bamléké, on est en train de travailler en Barsois. Là-bas aussi, on se réclame une origine égyptienne. C'est ce que j'appelle le snobisme égyptisant. Non, malheureusement, pour nous, nous sommes des Bantous. Et nous devons en être fiers. Parce que les Bantous sont originaires du Cameroun. C'est 450 millions de personnes aujourd'hui qui peuplent la moitié des pays africains, situés entre le Cameroun, le Kenya, jusqu'en Afrique du Sud. Et l'importance justement des travaux que nous sommes en train de faire ici, c'est que Bonahanga se trouve dans le couloir des migrations Bantoues. Avant, on pensait qu'il n'y avait rien ici. Et aujourd'hui, nous savons que c'est par ici que les Bantous avaient également transité dans le flux migratoire. Et là, vous avez cette carte qui vous montre un peu ces migrations Bantoues, donc avec le Cameroun qui se situe là, et avec deux courants, un courant occidental qu'on appelle la Western Stream, qui passe par le bassin du Congo, et un courant oriental qu'on appelle la Eastern Stream, qui passe par les Grands Lacs, c'est encore une partie, par les Grands Lacs, et qui va jusqu'au Kenya et converge vers l'Afrique du Sud, où les Bantous vont arriver vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, nous ne nous intéressons pas seulement au peuplement ancien, mais aussi au peuplement récent. Et là aussi, les recherches archéologiques, je l'ai dit, viennent confirmer la tradition orale. Et le problème, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, les érudits sont arrivés ici, ils ont probablement trouvé d'autres populations, les Bankon, les Abo. Mais nous allons voir d'où viennent les érudits, d'où viennent les Sawa, et ça en fonction de ce que dit la tradition orale. Nous, archéologues, nous n'allons plus nous baser sur la tradition orale uniquement, mais sur les vestiges archéologiques aussi. Et nous nous sommes entretenus avec M. le ministre, nous étions ici il y a une semaine, M. le ministre nous a dit, si notre mémoire est bonne, que vous êtes de la 12e génération depuis que vos ancêtres sont successifs. Et en démographie historique, on choisit entre 25 et 30 ans. Voilà, entre 25 et 30 ans. Donc, ce qui ramène l'installation des ancêtres, des populations actuelles à environ 1748, donc au XVIIIe siècle. Et c'est ce que disent les traditions orales. Ce n'est pas le premier site d'installation ici. Ils étaient d'abord en aval, avant que les ancêtres des populations actuelles décident de remonter le fleuve. Alors, je ne vais pas revenir sur la question de l'Égypte. Nous sommes des Bantous et aujourd'hui, les Bantous sont définis, même génétiquement. Il y a des études qui ont été menées par l'Université de Genève, par l'Université de Rome, par l'Université de Londres, en collaboration avec plusieurs universités camerounaises, dont l'Université de Yaoundé 1, l'Université de Boya également. Et nous ne pouvons pas être égyptiens, si vous pouvez revenir, nous ne pouvons pas être égyptiens également parce qu'on a pu faire le séquençage d'ADN des anciens Égyptiens et cet ADN a montré que les anciens Égyptiens sont beaucoup plus proches des populations néolithiques du Levant, beaucoup plus proches des populations de la Grèce que des populations subsahariennes. Il y a un apport subsaharien, mais il n'est pas aussi important. Et ça parce que justement, les gènes, la proximité génétique va de pair avec la proximité géographique. C'est normal. Alors, en ce qui concerne les Sawa et les Bantous, vous avez la question que nous nous sommes posée. Donc, est-ce que les Sawa, comme la tradition orale dit, viennent du Congo?
C'est ce que la tradition orale dit. Mais maintenant, en tant que chercheurs, nous avons des disciplines qui peuvent nous aider en dehors de l'archéologie. Il y a notamment la linguistique historique. Et là, vous avez Africa is proud and les beautiful. grandes familles bantoues établies par Malcolm Guthrie. Et vous voyez que les langues du Cameroun appartiennent au groupe A. Le groupe A est la zone nucléaire des migrations bantoues. C'est l'origine des bantous. L'origine des bantous. Et le Douala appartient au groupe A20. Au groupe A20. Le groupe A10, qui est le plus ancien, ce sont les langues des Grassfields. Ce sont les langues des Grassfields. Et après les langues des Grassfields, en termes de proximité linguistique, vient le Douala. Vient le Douala, avec toutes ses déclinaisons. Et le Kikongo, si on prend le Kikongo comme la langue de référence du Congo, eh bien, lui, il appartient ici au groupe H. Au groupe H. Et d'ailleurs, toutes les langues, la majorité des langues du bassin du Congo appartiennent au groupe H. Et plus particulièrement le groupe H10. Or, on constate qu'il y a une importante distance génétique entre le Douala et le Kikongo, qui doit donc nous amener à nous interroger sur la crédibilité de la tradition orale quant à une origine congolaise des Douala. Nous allons poursuivre les travaux là-dessus. C'est encore un questionnement. Je vous remercie pour votre attention. Africa is proud and beautiful.